Hello Noël, comment vas-tu? Elle va très bien Virginie, bonjour à toi. Bonjour à toi aussi, bienvenue dans le Merci. studio de l'Agence des Pépites, Ouais. en Charente-Maritime, ta région aussi. Oui, trop contente d'être là. Moi trop contente aussi, pour enregistrer cette interview. Je suis vraiment très heureuse de t'accueillir pour ce moment en face à face. Ça fait du bien, les moments en face à face, comme ça. Et j'ai juste envie de te demander déjà dès le départ, est-ce que tu es prête à révéler ta véritable identité? Prête, je sais pas, mais j'espère. On verra bien. Voilà, on va y aller en nature. Ouais, c'est ça, c'est naturel, authentique. C'est ce que j'aime aussi dans ces moments de connexion-là. C'est qu'on va avoir un bel échange, on va laisser les choses se dérouler dans le flow, puis on va les partager, tout ce que tu as à partager à ce monde. Super. Voilà, qui est là pour t'écouter. Je vais te présenter, Noël. Déjà, tu as commencé par une carrière en tant que responsable marketing. Et puis, il y a eu un événement qui t'a fait bifurquer, il y a 11 ans, les pleurs de ton fils chaque matin, alors qu'il n'était qu'en maternelle. Et là, tu as commencé à te pencher sur les différentes pédagogies. Tu as découvert qu'il y avait d'autres pratiques et d'autres solutions. Et puis, tu as vu que tu n'étais pas la seule à avoir un enfant qui souffrait à l'école. Alors, tu en es venue à créer une école alternative, puis un collège, puis un lycée en Charente-Maritime. C'est ça. Aujourd'hui, ces différentes structures accueillent une bonne centaine d'enfants et il y a une belle équipe de 26 personnes avec toi. Hein, évidemment, tu n'es pas toute seule pour ce projet-là. Clairement. Et puis, tu t'es pas arrêtée là parce que tu t'es formée à l'accompagnement et puis tu as ouvert ton cabinet au service des adolescents et de leurs parents en présentiel et à distance aussi. Et aujourd'hui, bien, tu veux aider plus de parents et plus d'ados parce que la souffrance... On en parlait en off avant, elle va vraiment trop loin. Donc, tu développes aussi des programmes en ligne pour toucher plus de monde, pour toucher le plus grand monde. On l'a vu, on l'a dit, ces ados qui sont en souffrance sont souvent hypersensibles, brillants, de belles âmes cassées par un système qui n'est plus adapté et une société souvent trop violente. C'est ça. Donc, il en faut des gens comme toi. Merci infiniment. En tant que maman, je te dis aussi merci. Et en tant qu'ancienne enseignante aussi, merci beaucoup. Tu accompagnes donc ces familles pour que chacun trouve sa place, s'épanouisse sereinement, sans peur ni culpabilité, et que chacun puisse développer son potentiel. C'est un sacré challenge. Sacré programme. Ouais, c'est un sacré programme. Ouais. Merci de venir parler de tout ça aujourd'hui avec moi. Donc, je t'ai présenté là en intro, mais si je te demandais de te présenter en 3 mots, tu dirais quoi? Alors, me présenter en 3 mots. Déjà, je dirais quelqu'un de passionné, parce que je suis à fond dans ce que je fais, et j'adore ce que je fais. Ensuite, je pense qu'il y a un côté quand même déterminé, tu vois, quand j'ai un objectif en tête. Et puis, je pense que pour ce que je fais, il y a un côté aussi très empathique et sensible qui fait que je connecte. Exactement, je suis bien d'accord. On l'a vu, le monde dans lequel on vit, c'est peut-être pas celui qu'on voudrait. On essaie de faire au mieux, tous. Mais si tu pouvais changer quelque chose dans ce monde d'un coup de baguette magique, ça serait quoi? Alors, d'un coup de baguette magique, j'adorerais enlever la maltraitance, que ce soit physique ou verbale, auprès des enfants. Alors, dans les enfants, je mets adolescents aussi. Non pas que je veuille pas l'enlever chez les adultes aussi, mais c'est moins ma partie. Puis je considère qu'un adulte, il est déjà plus à même de prendre ses décisions. Mais ouais, je ne supporte vraiment pas qu'on puisse casser un enfant qui est dans l'innocence de l'âge ou un ado quoi, qui est en construction. Voilà. Donc d'un coup de baguette magique, j'enlèverai la maltraitance des enfants. Yes. Alors malheureusement, cette baguette magique, elle n'existe pas, mais toi, tu as quand même un super pouvoir. Tu le définirais comment, ce super pouvoir? Ce super pouvoir, ça serait de pouvoir ressentir et comprendre ce que ressentent les adolescents et leurs parents. Et aussi de pouvoir le réexpliquer à une autre personne. Je m'explique. Quand on est par exemple en cabinet, ou même dans le cadre du collège et du lycée, quand un enfant est en souffrance, quand un ado est en souffrance, c'est de pouvoir comprendre ce qu'il vit, ce qu'il ressent, et de pouvoir l'expliquer sans culpabilité à ses parents, pour justement, par exemple, dans le cadre d'une thérapie familiale, avancer, remettre de l'harmonie, de l'équilibre, que tout le monde se comprenne et qu'on puisse vraiment avancer, quoi. Voilà. Mais mon super pouvoir, c'est de lire à travers le cœur des ados et de pas mal d'adultes. Mais des ados, c'est instinctif. C'est ça. C'est que tout le monde n'a pas ce pouvoir-là. Toi, tu l'as et tu le mets au service, effectivement, du plus grand nombre
Donc, on va aller voir ça un petit peu plus en amont. J'ai parlé en introduction des pleurs de ton fils en maternelle. Donc, ça a été un événement déclencheur à la création de la première école. Est-ce qu'il y a eu d'autres faits marquants qui ont fait que... Parce que tu as parlé des ados, donc c'était vraiment ce qui t'intéressait aussi parce que beaucoup de gens s'y intéressaient pas. Je crois, ça a été aussi... Oui, parce que l'élément déclenchant, mon fils est en maternelle, donc là, j'étais pas passionnée des ados. Oui, c'est ça. C'est juste que ça a été une suite logique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les enfants que j'ai eu en maternelle qui grandissaient m'ont demandé après de créer en fait le collège, et c'est parti de là. Et après, quand je suis rentrée dans le monde de l'adolescence, j'ai pas voulu en sortir pour retourner avec les petits, parce que je trouvais que c'était un âge qui était vite oublié. Tu vois, rien que dans les réunions de parents, voilà, à la grille, t'as tous les parents maternels, puis au collège, t'as plus personne, voilà. Souvent, on se dit que l'ado, il est autonome, donc on le laisse dans sa chambre. Et c'est vrai que quelque part, il est plus autonome, on peut partir, le laisser à la maison et tout. Mais n'empêche qu'il a un grand besoin d'accompagnement, et souvent, c'est oublié. Même au niveau de la littérature, de la psychologie, il y a beaucoup de livres sur Montessori, les enfants, le sommeil, l'alimentation, le machin des petits. Arrivé à l'adolescence, alors c'est en train d'évoluer là, mais ça se faisait monnaie rare à une époque. Oui. Et je trouve que c'est un âge qui est formidable parce que c'est un âge où on peut se poser, discuter, où il y a vraiment des réflexions, on peut vraiment commencer à aller en profondeur, alors que beaucoup de gens disent c'est l'âge con, quoi. Oui. Et tout est en construction. En fait, l'adolescence, c'est le carrefour pour les adultes de demain. Et je trouve ça tellement important. Voilà, je trouve qu'il ne faut pas les lâcher à cet âge-là, quoi. Ouais. Et ça a évolué en même temps, effectivement, que les élèves, les parents aussi, que tu avais sur la première école qui t'ont demandé la suite. Mais tu es aussi maman. Oui. Maman de 3 enfants. Oui. Donc, est-ce que ça évolue en même temps que l'âge de tes enfants aussi? Ouais, complètement. Ouais, complètement. Oui, parce que j'ai encore un petit bout qui a 8 ans, donc je pourrais encore beaucoup m'intéresser, et je m'intéresse encore beaucoup à l'enfance. Mais effectivement, j'ai traversé l'adolescence avec mes propres enfants. Mon fils aîné maintenant qui va avoir 19 ans et qui a une hypersensibilité, qui a un parcours qui était loin d'être simple. Et puis surtout ma fille, qui a 15 ans, et qui a 2 ans, à peu près 2 ans, est tombée dans l'anorexie. Donc ce qui a été un choc pour moi et hyper difficile, parce que moi j'accompagne des ados, donc que ma fille soit en souffrance, je me suis dit c'est juste pas possible, quoi. En plus je voulais l'accompagner comme j'accompagne d'autres ados, sauf que là c'est ma fille, donc il n'y a pas le même rapport, soit t'aimes, soit t'aides. Et là je suis rentrée dans le parcours médical de ce qu'on me propose en France. Et là en fait j'ai eu une claque, parce que c'est le parcours du combattant. Le parent en France il est vite mis de côté, donc t'es pas beaucoup au courant de ce qui se passe. T'es pas inclus dans la thérapie, t'es vite culpabilisé. Et en fait, en discutant avec d'autres parents, je me suis rendu compte que tout le monde traversait ça. Donc le parcours du combattant, se sentir seul, impuissant, coupable. Et toutes ces étapes-là, je les ai passées. Maintenant, moi, j'ai créé autre chose avec ma fille est en train de s'en sortir. Donc ça, c'est super chouette. Sauf qu'il y a plein de parents encore sur le bord de la route. Et ça, c'est un vecteur où je me dis, on ne peut pas laisser des parents qui sont en train de s'écrouler, et en s'écroulant, qui n'aident pas leur propre ado à sortir de leur souffrance. Et c'est te rendre compte que la souffrance, elle est multifactorielle souvent. Hein. C'est pas... Moi, l'anorexie de ma fille, j'ai vraiment essayé de gratter, etc. Et en fait, il y a plein de facteurs. C'est un âge où il y a beaucoup de sensibilité et où il peut y avoir beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, dont des rencontres extérieures qui peuvent être nocives, dont un déménagement, dont... Voilà, ça peut être plein de choses, quoi. Du harcèlement, Et nous, parents, on n'est pas forcément responsables de ça. Mais on est vite accusé quand même d'être responsable, ou en tous les cas on se sent responsable et on ne sait pas quoi faire. Et moi maintenant j'ai plus envie de laisser des parents seuls, et j'ai envie de les accompagner pour qu'ils reprennent aussi leur pouvoir, on parlait de super pouvoir, leur pouvoir de pouvoir accompagner, soutenir leur ado, et surtout ne pas oublier eux. Parce que souvent quand son enfant va mal, on a tendance à tout donner à son enfant, à s'oublier. Moi c'est ce que j'ai fait aussi au début, hein. Et je me suis rendu compte que ça culpabilisait encore plus ma fille, et qu'il fallait surtout pas que j'aille sur ce chemin-là. Donc moi, je me suis pas oubliée, j'ai repris soin de moi. Et en fait, étonnamment, ma fille a commencé à aller mieux. Et voilà, c'est vraiment le message, c'est d'accompagner pour que le parent ou les parents s'épanouissent et retrouvent une vie et s'oublient pas. Et en même temps, accompagner l'ado. Voilà, c'est assez global, mais c'est ce que j'essaye de faire. Ouais. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va aller voir plusieurs thèmes dans la souffrance des ados. Et puis, on verra aussi, tu l'as déjà abordé, cet équilibre aussi, essayer de trouver, oui, je m'occupe de mon ado, mais si je m'occupe pas de moi, ou si je m'oublie, et du coup, d'aller voir un petit peu ces différentes facettes-là. Donc, ce que tu fais, j'aime bien toujours poser la question, pourquoi tu fais ce que tu fais? Je pense qu'on
on le sent, hein, il y a au départ des problématiques qui sont arrivées dans ta vie privée, et puis tu as découvert en fait que tu n'étais pas la seule. Donc il y a une sorte de révolte au départ qui te pousse à faire ce que tu fais. Ouais, je pense. Une révolte et une colère contre l'injustice de ce que les enfants et les ados peuvent vivre. Toutes les injustices des profs qui cassent. Alors attention, il y a des profs qui sont magiques, qui sont magnifiques, mais il y en a d'autres, faut l'avouer, qui cassent. Voilà, qui disent à des gamins, de toute façon, toi, tu sers à rien, de toute façon, toi, tu termineras sous les ponts. Ça me met dans une colère monstrueuse. Des parents qui ne se rendent pas compte aussi, des fois, du poids de leurs paroles et qui peuvent aussi casser. Alors, souvent, c'est parce que on en parlait tout à l'heure en off, hein, souvent, c'est lié à une histoire. Eux-mêmes ont entendu ça, donc finalement, pour eux, c'est normal, ils reproduisent, etc. Ouais, il y a une envie de changer la société, l'éducation qui reste la même depuis des années, qui est complètement révolue, quoi. Et il n'y a plus rien qu'à adapter à l'enfance actuelle. Et puis c'est cette révolte d'étiqueter maintenant les gamins. Alors oui, c'est bien de pouvoir dire il est TSA, il est 10, il est hyperactif, il est ceci, il est cela, il est dépressif, machin. Mais je trouve que maintenant c'est trop. Et qu'il serait peut-être grand temps de se dire que la société évolue, que chaque enfant ou chaque individu est différent, est unique, et de prendre en considération cette unicité et d'adapter petit à petit, quoi. Mais je trouve que moi je vois des gamins qui ont 10 ans, qui arrivent, qui sont étiquetés et qui ont l'impression déjà d'être le problème. Ils sont le problème. Et ça, non, non. Et il y a 10 ans, ils sont sous antidépresseurs, non, c'est pas possible, quoi. Enfin, pour moi, c'est juste pas possible. Et des fois, tu vois, ces gamins, quand ils arrivent, tu vois, dans mon collège et mon lycée alternatif, enfin, je dis bon, c'est toute une équipe, hein, mais voilà, c'est mon 4e bébé. Et étonnamment, au bout de 4 mois, ils ont l'impression d'être entendus, écoutés, d'être dans un rythme qui leur va, voilà, d'être dans une ambiance bienveillante, etc. Et il n'y a plus d'antidépresseurs, ils redeviennent juste normaux, avec leur sensibilité, avec voilà. Donc ça m'énerve puis ça me touche en plus. Alors je pense que c'est aussi mon histoire perso, parce que moi l'adolescence j'ai très très mal vécu, j'ai eu du harcèlement, j'ai été étiquetée aussi, et qu'à un moment donné t'as l'impression d'être en décalage, pas normal, que c'est toi en fait le problème. Et ça pousse maintenant des jeunes même à en finir avec leur vie, donc voilà, stop. Stop. Donc on sent bien au départ, il y a cette révolte qui t'anime, qui fait que tu peux enclencher ton super pouvoir. Ouais. Donc ça c'est chouette, parce que on part d'une révolte, mais on reste pas dans de la colère, non, on la transforme. Ouais. Et justement tout à l'heure, avant l'interview, on échangeait. Tu disais voilà, avant, quand je voyais certaines situations, j'avais tendance à avoir une attitude où limite le parent pouvait se sentir jugé, ou maintenant tu changes un peu quand tu vois des choses qui se passent à côté de toi, de la violence verbale ou tout ça, tu vas aller montrer plutôt que tu comprends le parent dans sa difficulté. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de ce changement d'attitude que tu as eu par aussi les formations peut-être que tu as faites, comment ça s'est opéré? J'ai eu un changement d'attitude par rapport aux parents qui peuvent dire de mauvaises phrases, mal agir, mais ses parents, ses profs, c'est tout le monde en fait. Hein. Déjà parce qu'il n'y a pas de parents parfaits, moi la première, on fait tous des erreurs, et surtout c'est de prendre conscience effectivement à travers mes formations, mes rencontres et tout ça, qu'on a tous notre histoire, et que parfois on pense même avoir la meilleure intention du monde, et on se rend compte que ça va pas l'effet escompté pour l'enfant en face de soi. On a tendance aussi beaucoup à reproduire ce qu'on a eu, alors pas tout le temps, heureusement, hein, tous les enfants battus ne deviennent pas des parents qui battent, mais voilà, il y a quand même des réflexes. L'autre jour, je voyais un papa qui me dit on m'a jamais dit je t'aime, je ne sais pas dire je t'aime. Voilà, et donc tout ça s'apprend. Donc j'ai envie de dire que mon super pouvoir maintenant, c'est vraiment de comprendre l'humanité. Je pense que je suis arrivée à un degré où, alors je peux encore progresser, hein, mais j'ai tellement travaillé sur moi et avec l'humain que j'en arrive maintenant à vraiment comprendre tout ce qui peut se jouer, et du coup de ne plus du tout juger, et d'être dans la compréhension et l'accompagnement, et de juste faire remonter en conscience ce qui se joue et les points d'amélioration en fait, et de plus voir comment l'autre pourrait se développer, évoluer, grandir, avoir une meilleure vie en changeant certaines choses qui auraient un impact sur son enfant. Ouais. Donc il y a vraiment un changement de regard aussi de ta part qui permet aussi que c'est reçu d'une manière différente, plutôt que si
on accuse ou on juge le parent, parce que comme tu l'as dit, personne n'est parfait. Ouais, et puis de toute façon, c'est pas productif, c'est pas constructif. Tu vois, c'est l'exemple qu'on disait tout à l'heure. Parfois, quand je voyais par exemple dans la rue un parent qui allait foutre une baffe, tu vois, à son enfant, il y a 10 ans, je réagissais en disant quoi, ah, mais ça va pas. Enfin, je me mettais finalement contre le parent, Oui. mais au final, le parent il repartait en colère contre moi et contre son enfant. Donc je construisais rien, il y avait rien de. Alors que maintenant, si je commence à dire c'est difficile un enfant, hein, là je vois que c'est difficile pour vous, et d'accueillir ce que ressent le parent, là il commence à se mettre en écoute, à pouvoir se confier. Donc moi je comprends mieux aussi le contexte et de pouvoir du coup donner des outils, des choses qui vont servir à l'enfant. Parce que moi mon but final c'est que ça serve à l'enfant en fait. Enfin je dis enfant, adolescent, Oui, on est oui. d'accord, hein, tout est. Donc effectivement mon approche elle est plus la même. Et encore une fois parce que moi aussi je suis loin d'être une maman parfaite. Donc voilà, et de culpabiliser ça fait pas avancer. Donc, Ouais. On en revient au côté multifactoriel dont tu parlais tout à l'heure, quand tu parlais de ta fille, en disant voilà, l'anorexie par exemple, c'est multifactoriel, c'est pas juste dû à une chose. Et le fait d'avoir cette vision systémique finalement, de se dire ok, c'est pas juste une chose, donc ça va nécessiter aussi un accompagnement aussi, souvent, parce qu'un parent tout seul, il peut entrevoir que un aspect des choses. Mais toi, ton talent aussi, c'est de te rendre compte que peut y avoir plusieurs facteurs et d'aller un petit peu comme une petite couturière qui va aller soit découdre ou soit recoudre tous ces petits bouts comme un patchwork en fait pour en faire quelque chose. C'est une histoire de lien, moi je parle beaucoup de lien. Ouais. Effectivement, quand il y a une problématique, alors il peut y avoir une raison. Hein. Oui. Alors je vais être dans quelque chose de très grave, mais une personne qui a été violée, effectivement, c'est un trauma et tout peut partir de là. Sauf qu'en fait, comme j'explique souvent, j'essaye de faire passer l'idée que c'est pas le fait finalement qui déclenche la douleur, c'est comment on le perçoit et toute la symbolique qu'on y met autour. Et voilà, souvent les gamins, je leur explique en disant bah tu vois, tu peux prendre 2 enfants qui sont à la plage, ils se prennent une grosse vague, tu sais, ils tourbillonnent dans tous les sens, etc. Les 2 vont ressortir. Il y en a un qui va dire je retourne plus jamais à la mer, c'est fini. Puis t'as l'autre qui va dire mais c'est trop génial, j'y retourne. Et c'est juste une histoire de perception et qu'est-ce que t'en fais et comment tu le transformes. Moi, mon accompagnement, c'est justement d'essayer de comprendre que dans tout choix, dans toute situation, dans tout ce que tu vis, y a avantages et inconvénients. Et c'est pas que négatif, il y a aussi du positif de toute chose. Et comment tu peux transformer ça. Et là, tu vois, ma fille, elle me disait l'autre jour, en fait, toute mon histoire, je sens qu'elle va me servir pour mieux comprendre les gens, mieux les accompagner. Elle sait pas encore comment, tu vois, elle a 15 ans, mais elle commence à comprendre que ça a un sens et que ça va en avoir un. Et du coup, déjà, dans la démarche, c'est plus la même chose. Donc, tu peux avoir un facteur, mais souvent, effectivement, c'est multifactoriel parce que tu peux avoir, par exemple, au départ, une personnalité, par exemple, d'un enfant qui est très perfectionniste, par exemple, qui se met beaucoup la pression, et c'est une personnalité. Et puis derrière, un peu plus tard, tu as une prof qui met une pression de dingue. Et puis derrière, tu as un divorce qui fragilise. Et puis derrière, tu vois, et c'est cette accumulation qui fait qu'à un moment donné, pouf, il y a un truc qui se déclenche. Et parce que plus de fragilité, arriver à un âge où tout devient plus compliqué, les relations sociales, le regard des autres, la sexualité, le corps qui change, enfin tout. Et ça peut aussi partir d'une réflexion, tu vois, dans le cas de ma fille, c'est une réflexion de son ancien petit ami sur son corps qui fait que je pense que, plus les réseaux sociaux, voilà, il y a eu aussi beaucoup les réseaux sociaux qui ont joué parce qu'à une époque, elle me disait, bah oui, mais tu comprends, si je prends le mètre et que j'ai pas les cuisses qui se collent, etc., enfin, c'était pas dans la norme parce qu'ils sont dans un âge à l'adolescence où il y a une question de normes, tu vois, et de critères. Donc toi, t'as beau être là en disant mais le physique, aime-toi, voilà, t'as beau dire à ta fille qu'elle est magnifique, c'est sa mère, donc elle l'entend pas. C'est ça. Donc ouais, c'est multifactoriel. Et c'est maintenant la clé, c'est comment toi, en tant que parent, tu arrives à jongler, en tous les cas moi, ça a été mon souhait, de jongler entre juste la maman, qui est là pour être à l'écoute, aimer, soutenir, et en même temps avoir ce petit rôle de coach où tu perds pas de vue quand même l'objectif et de comment l'amener à une réflexion. Donc ça, tout ça, c'est des techniques derrière. Non pas en donnant des conseils parce que tu te prends le mur, mais en questionnant l'ado pour que lui-même ait une réflexion et l'amener à des prises de conscience, quoi.
Justement, on va aller voir un petit peu certains thèmes, certaines problématiques que les ados peuvent rencontrer et que ceux qui vont t'écouter peuvent voilà, avoir des petites pistes, des petits déclics, des petits points d'entrée ou de questions justement qu'on pourrait poser à leurs propres enfants. Est-ce que là, il y a une problématique que tu rencontres, alors soit une nouvelle problématique que tu rencontres majoritairement, ou alors vraiment celle où tu dis, celle-là, vraiment, je la rencontre souvent depuis tout le temps. Est-ce qu'il y en a une là? Ouais, la problématique qui ressort beaucoup en ce moment, j'ai énormément d'appels pour ça, c'est la phobie scolaire. Okay. Voilà. Et c'est assez récent, je trouve, parce qu'il y a 10 ans, j'avais pas ça. Mais là, je trouve que, un peu depuis le Covid, j'avoue, mais c'est exponentiel depuis 1 ou 2 ans. Des ados qui n'arrivent plus du tout à remettre les pieds au collège ou au lycée. Ou qui développent, tu vois, des pathologies liées avec le contrôle pour être en sécurité, en fait, parce que le contrôle, c'est juste une façon de se sécuriser. Ouais, ça, c'est en train d'exploser. Ouais. Et justement, sur le côté multifactoriel, est-ce que tu as identifié certains facteurs qui amènent à ça Alors, souvent, ceux qui tombent en phobie, alors je veux pas généraliser, parce que j'ai horreur de ça, mais c'est souvent des profils d'hypersensibles, très perfectionnistes, qui se mettent la pression eux-mêmes, souvent. Alors, il suffit qu'il y ait une pression un peu d'extérieur, parce que maintenant, il faut bien l'avouer, hein, dès la seconde, avec les histoires d'options, de spécialités, machin, dès la 3e, limite, on leur met la pression pour le bac. Et voilà, il suffit d'un climat un peu familial, un peu chaotique, où les parents sont pas forcément alignés ou un peu en souffrance aussi, hein, pour le multifacteur. Je veux dire, on est dans une société où... c'est ce que me disait d'ailleurs un ado l'autre jour, il dit de toute façon ça nous donne pas envie de grandir, parce que quand on voit nos parents, ils aiment pas leur boulot, ils ont des problèmes d'argent, le couple c'est compliqué, donc tout est compliqué. Ce qu'il voit, c'est que l'adulte c'est compliqué, donc ça encourage pas un ado à grandir et à rentrer dans la vie. Ouais. Donc s'il pouvait y avoir des adultes qui comme moi sont passionnés, moi je leur dis, moi j'adore ce que je fais, je me lève le matin avec bonheur, j'ai un couple, voilà, c'est harmonieux, la famille c'est harmonieux. C'est pas la famille parfaite, hein. Évidemment il y a des hauts, il y a des bas, il y a des complexités, il y a des challenges. Ma fille c'est un vrai challenge, mais voilà, c'est comment je peux apprendre de ce challenge. Et déjà le positionnement il est plus le même, parce que je me positionne pas en victime, je me positionne en personne qui apprend et qui va relever le challenge. Donc voilà, mais souvent les parents ont besoin d'être accompagnés aussi dans ce truc-là. Mais ouais, souvent c'est des gamins qui sont brillants en plus, ceux qui sont en phobie. Alors après, il peut y avoir aussi des phobies liées à du harcèlement scolaire, ou alors quelque chose de très traumatisant qui serait passé avec un adulte, qui fait que l'ado ne peut plus remettre les pieds au collège, quoi. Après, il y a aussi il y a de plus en plus de TSA, tu sais, les troubles du spectre autistique, où effectivement, ils quittent le primaire, où il y a encore un peu d'affect, c'est une petite classe, c'est une personne que tu as toute la journée, à tout d'un coup un collège où ils sont 700, 800, plein de profs, tu deviens un peu, entre guillemets, un numéro. C'est le système qui est comme ça, encore une fois, je ne critique pas les profs, je ne critique pas... c'est le système qui veut ça. Et voilà, il y a de plus en plus d'effets négatifs avec les réseaux sociaux, de plus en plus de violence, faut voir comment les gamins se parlent. Moi j'ai un prof qui me disait l'autre jour, de toute façon au collège c'est la jungle. Et c'est un peu ça. Voilà, donc ça devient de plus en plus complexe, quoi, pour qu'un ado, pour peu que l'ado soit un peu sensible, plutôt gentil, il se fait ramasser, quoi. Est-ce qu'il y a pour les parents qui t'écoutent, là, est-ce qu'il y a des signes précurseurs avant le déclenchement de cette phobie, et donc de je ne veux plus y aller, je ne peux plus y aller? Est-ce qu'il y a des signaux d'alerte un peu que tu aurais pu oui, percevoir? Alors quand vous voyez votre ado, les signes, ça serait vraiment, voilà, quand on voit son ado qui commence à partir, ou son enfant, tu vois, parce que ça peut même arriver 8, 9, 10 ans, qui commence à être un peu dans le contrôle, ou qui s'énerve parce que tout d'un coup, il n'a pas la note escomptée. Genre, j'ai des parents qui me disaient, en fait, il a 15 de moyenne, mais, ou je sais pas, il a 18, mais ça lui va pas si justement il a 17,5, tu vois. Mais ça peut être aussi un renfermement, tu vois, juste l'ado qui au départ adorait sortir, adorait rencontrer des gens, et puis tout d'un coup de moins en moins. T'as beaucoup d'ados aussi avec des troubles alimentaires ou qui sont mal dans leur corps, et tu vois l'évolution au niveau vestimentaire. C'est-à-dire qu'au départ, ils pouvaient porter des petits jeans moulants, etc. Et puis tout d'un coup, c'est des fringues hyper larges. Tu vois, les sweats hyper larges, les jeans hyper larges. Ça doit être un signe où au niveau du corps, il y a un truc qui se prépare, qui est un peu particulier, quoi.
Après, il y a tellement de signes. Je suis en train de réfléchir, tu vois, à des cas que j'ai, etc. Mais ouais, s'il y a de plus en plus de disputes aussi à la maison, il faut creuser. L'enfant qui se renferme de plus en plus dans sa chambre, l'enfant qui est de plus en plus addict aux écrans. De toute façon, un ado qui est à fond dans les écrans, qui part de plus en plus et passe de plus en plus d'heures, c'est juste une fuite. C'est une fuite de sa réalité, puisque sa réalité est trop brutale, quelque part à vivre. Et il va y avoir une recherche dans les écrans, que ce soit les jeux ou peu importe, les séries, etc., de se transposer. C'est-à-dire que souvent dans les jeux, c'est de devenir le héros. Et j'ai un ado qui me disait, bah, au moins dans les jeux, je réussis. À l'école, je réussis pas. De toute façon, quand je lui ai demandé, est-ce qu'il y a une autre source de fierté dans ta vie? Bah non, en fait, il n'y en avait aucune. C'est que dans les jeux où il a une source de fierté parce qu'il commence à arriver à un certain niveau. Donc, il y a un moment donné, il y a une déconnexion réalité et non-réalité à travers les écrans. Mais pareil, hein, les jeunes filles, alors elles, c'est un peu moins les jeux vidéo. T'as pas mal de jeunes filles qui suivent vachement de séries, etc., en boucle, qui passent des heures et des heures. Et souvent, en fait, c'est parce qu'elles idéalisent un personnage, elles se projettent dans ce personnage-là, elles voudraient être habillées comme ça, pouvoir réagir comme ça, pouvoir avoir cette vie-là. C'est juste de l'idéalisation. Et du coup, quand elles reviennent à leur vraie vie, à ce qu'elles se vivent, eh ben c'est difficile. Oui. Voilà. Et puis quand vous sentez que votre ado sourit moins, tout bêtement, joue moins avec vous. Alors après, voilà, il y a aussi des choses à adapter en tant que parent. C'est-à-dire que quand on propose à un ado de jouer au Scrabble ou à l'Uno, il y a un moment donné, il en a ras-le-bol. Donc il y a des choses. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur comment occuper son adolescent. Et il y a plein de choses, il y a plein de jeux que beaucoup de parents ne connaissent pas et qui sont juste géniaux, qui sont un mélange de jeux vidéo et de jeux de plateau. Et voilà, c'est top. Et puis il y a un positionnement, parce que c'est vrai qu'il y a aussi parfois un étouffement familial du fait que le parent veuille encore avoir le contrôle sur son ado, parce que ça leur fait peur. Et donc les parents sont dans leur peur et ils transmettent leur peur. Et encore une fois, hein, je sais que ça part d'une bonne intention, et l'idée c'est pas du tout de les culpabiliser, mais j'ai une maman là qui me disait non mais moi j'ai trop peur qu'il réussisse pas ses études, qu'il arrive pas à trouver un boulot, que ça se passe mal, etc. Oui, enfin sauf qu'il a 16 ans. Le message que j'ai envie de dire, c'est votre ado à 16 ans, c'est pas le même que votre fils ou votre fille quand elle avait 7 ans. Donc dans la même logique, votre ado d'aujourd'hui, il ressemble pas à la personne qu'il sera dans 5 ans. Parce qu'il y a encore plein d'autres choses. Et on oublie que le cerveau d'un ado de 16 ans, eh ben, il n'est pas encore mature. Il y a encore plein de choses. Enfin, on le sait, quoi. Le cerveau, il est mature à peu près vers 21 ans. Donc, il y a encore plein de choses qui vont se passer. Et souvent, on a peur. Même moi, hein, mon fils aîné, il a eu une période pas mal dans les écrans, comme j'ai envie de dire, beaucoup de garçons, etc. Et on a vite cette peur de dire, oui, mais t'imagines s'il fait ça avec son patron, machin, s'il rend pas son truc à temps, s'il n'est pas à l'heure, s'il n'arrive pas à être autonome, à se débrouiller, à faire la cuisine. Bon, aujourd'hui, mon fils, il arrive très bien à être autonome, à se faire la bouffe, à gérer son temps, voilà, donc on projette. Oui. Et cette projection, un jour, mon fils m'avait dit, bah, dis donc, quand tu projettes... Alors ça va, parce que moi, j'ai une grosse communication avec mes enfants, donc j'ai eu cette chance qu'ils puissent me le renvoyer, donc ça avait été source d'apprentissage. Mais il me dit, en fait, là, t'es un peu en train de me mettre un sort fatal, comme quoi je vais pas y arriver, quoi. Mais pour certains ados, ça peut être dur, parce que ils sont encore en construction. Donc on est en train de leur dire, en fait, ce qu'ils vont être. Donc voilà, je me suis un peu éloignée de la question de départ. Non, pas du tout. Mais c'est tous les signes. Attention aussi au discours qu'on peut avoir, de ne pas projeter ce qu'on voudrait pour son ado ou les peurs qu'on a. Puis il y avait un dernier truc, mais il m'a échappé. Donc ce n'est pas grave, ça va revenir. Ce que tu es en train de nous dire aussi, c'est que être parent, ça s'apprend. C'est pas inné, parce que souvent on va projeter en fonction de notre propre histoire, mais on se rappelle pas non plus de comment on était enfant ou comment on était ado. Donc des fois on a tendance, effectivement, comme tu dis, à projeter que comme il est ado, c'est comme ça qu'il sera adulte. Pas du tout. Donc ça nécessite aussi, des fois en tant que parent, d'être soutenu, et on n'a pas besoin d'avoir non plus des drames dans la vie de nos enfants pour apprendre, pour comprendre, pour mieux se comporter, entre guillemets, mais en tout cas d'être à l'écoute de son ado, qui est pas du tout comme on pourrait l'imaginer, ce qui se passe à l'intérieur. Ah bah oui, tout à fait. Oui, parce qu'effectivement, hein, ça, ce que je parlais des peurs qui sont projetées, ou même d'un avenir professionnel qui est projeté, c'est pas forcément pour un ado qui a une problématique. Je pense qu'on le fait tous en tant que parents. Et puis il y a aussi la société qui change, et où il y a quand même eu tellement d'évolution que notre génération, à nos parents,
des fois, on ne comprend plus tout ce qui se joue. Là, en plus, maintenant, il y a l'intelligence artificielle qui rentre en ligne de compte. Il y a plein de choses, les réseaux sociaux, les jeux. Et du coup, c'est pas mal de ramener et de se dire, bah non, mais rassurez-vous, tout est normal. Même des choses au niveau physiologique, au niveau des neurosciences, de pouvoir l'expliquer à des parents, ça rassure. Il y a des parents qui disent, oui, je comprends pas, il dort beaucoup plus tard. Avant, il se lève à 6h du mat, maintenant, il se lève à 11h. Bah oui, juste physiologiquement, c'est normal. Voilà. Donc, il y a plein de choses, en fait, que souvent on oublie en tant que parent dans le développement physique, hormonal, de tout ce qui se joue aussi en termes de sexualité. Parce que, clairement, à notre époque, par exemple, l'autre jour, je discutais avec des ados. À notre époque, je les ai marrés parce que ça faisait un peu comme si j'étais une dinosaure, mais on parlait pas autant de sexualité, de trans, de tout ce qui est LGBT, etc. Et finalement, quand on se posait des questions, c'est peut-être qu'on était homosexuel. Alors aussi beaucoup parce qu'on n'osait pas en parler, mais en tous les cas, la norme, entre guillemets, alors je sais pas si c'était mieux ou moins bien, hein, c'est pas le débat, mais voilà, on était hétéros, et puis il y avait... Maintenant, limite, les gamins me disaient, et c'est les gamins qui me disaient ça, hein, limite, si t'es hétéro, t'es pas normal. Parce que maintenant, dans toutes les séries, et c'est un gros débat que j'ai eu avec eux en disant, est-ce que c'est bien finalement? D'un côté, je comprends l'idée de normaliser tout ça, et c'est génial. Mais en même temps, est-ce que vous, ça vous perturbe pas? C'était une question vraiment ouverte, en disant de voir dans toutes les séries un trans, un homosexuel, un bi, un queer, un machin. Comment ça vous touche? Et eux-mêmes nous disaient, en fait, ça nous paume. Parce qu'ils sont déjà perdus dans leur identité, et du coup, ils disent, en fait, je suis quoi? Et il y a même des gamins à 10 ans qui disent, moi, j'ai l'impression de ne pas avoir d'attirance sexuelle. Non, mais à 10 ans, c'est normal, t'es pas encore réglé. Enfin, là, en l'occurrence, c'était pour une jeune fille qui n'était pas encore réglée. Ta libido, elle n'est pas encore là. Tu vois, en fait, on amène aux jeunes des questions auxquelles ils n'ont même pas encore réfléchi. Ils ont même pas encore... Limite, on leur amène les réponses alors qu'ils n'ont pas les questions, tu vois. Et il faut faire attention, parce que le nombre de gamins que ça perd, le nombre de gamins que je croise en ce moment qui se disent trans, parce qu'ils sont hyper mal dans leur corps et qui disent que non, finalement, voilà, moi je suis peut-être finalement une fille alors qu'en fait je suis né garçon, etc. Non, mais c'est juste que t'es mal dans ton corps et que tu te sens en décalage pour plein d'autres raisons sûrement, juste l'adolescence aussi, hein, souvent on se sent en décalage. Donc finalement il n'y aurait pas de problématique, mais on en crée une. Oui, c'est ça. Tu vois, pour revenir à ta première question. Oui. C'est-à-dire que et ça, pour le coup, ça vient et de l'environnement des ados, tu vois, mais aussi des adultes. Oui. Mais aussi des adultes. Oui. Donc, bon, voilà. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on va reprocher à des adolescents d'être émancipés, sauf que c'est la société, c'est les adultes donc, qui ont créé aussi ça, d'aller mettre des questionnements dans la tête d'un adolescent qui n'est pas encore mature pour avoir ce genre de questions, quoi. C'est ça. Donc en tant que parent, excuse-moi, mais juste sur ça, en tant que parent, comment on peut réagir alors? Justement de lui dire, c'est normal, pour l'instant, t'es pas mature par rapport à ça, comment on peut... Alors c'est complexe parce qu'en plus, si on repart sur l'idée de la sexualité, c'est des sujets parfois tabous, parfois l'enfant n'a pas envie d'en parler à ses parents, donc c'est un peu complexe tout ce qui est sexualité. Par contre, il y a des petites astuces où on n'est pas obligé d'en parler tout d'un coup alors qu'on est en train de manger la soupe et de poser le truc et que tout le monde soit mal à l'aise. Mais ça peut être un lien qu'on envoie, par exemple, moi je sais qu'avec mon fils, on s'envoie beaucoup de liens sur Discord. Donc ça peut être un documentaire, un reportage qu'on trouve intéressant, une musique, enfin peu importe. Moi, ma fille par exemple, elle est très dans la communication, donc elle m'a toujours posé ses questions, j'ai toujours répondu, etc. Mon fils, il est plus pudique. En plus, il y a le côté, tu vois, mère-fils. Oui. Donc du coup, ce que j'avais fait, c'est que dans les toilettes, j'avais positionné un livre en fonction de l'âge, tu vois, le livre évoluait sur la sexualité, et je me disais, au moins, tout en lui disant, voilà, si t'as la moindre question, je suis présente, mais si t'oses pas la poser, au moins t'auras la réponse dans ce livre-là. Voilà. Et régulièrement, je voyais le livre qui bougeait de place dans les toilettes. Je me suis dit qu'il était consulté. Mais voilà, il y a plein de petites astuces comme ça. Après, c'est pareil, les ados sont beaucoup confrontés au porno. Malheureusement, du coup, pour eux, ça devient leur apprentissage. Donc, rien que de dire en tant que parent, des fois, c'est de prendre un exemple de l'extérieur, même s'il n'existe pas, c'est pas grave. Mais de dire, tiens, j'ai une collègue, son fils... il est tombé sur un porno, etc. Bon, tu sais que le porno, c'est pas la réalité. Hein. Voilà, si jamais t'es confronté, ça veut dire qu'on va pas en frontal en disant ce que toi, t'as déjà regardé un porno et que l'enfant soit hyper mal à l'aise. Mais à un moment donné, de prendre l'exemple, réel ou pas, de l'extérieur, en disant, voilà, écoute, si ça t'arrive, sache que c'est pas la réalité parce que c'est complètement déconnecté de la tendresse, de l'affection. Il n'y a pas une histoire de performance, il n'y a pas tout ça. Et déjà, rien que de dire ça, des fois, ça peut soit ouvrir le dialogue, où l'enfant se dit, ouais, effectivement...
Voilà, j'ai été chez un copain l'autre jour, il en a passé un, j'étais pas à l'aise, et d'ouvrir le dialogue. Soit quand même d'entendre, voilà. Et après, il y a des... moi, j'aimerais bien organiser justement des groupes de parole, tu vois, d'ados. En tous les cas, au collège et au lycée, c'est ce qu'on fait, où les ados mettent leurs questions anonymes, tu vois, dans une boîte. Il n'y a rien qui est tabou, et on prend les questions une par une et on y répond. Et c'est vrai que des fois, on hallucine un peu des questions, mais ils ont besoin d'avoir ces réponses-là. Et là, ça vient de les questions. Oui, oui. Donc, mais en tant que parent, c'est toujours... déjà, je pense que la clé en tant que parent, pour garder le lien, c'est de comprendre que c'est plus un enfant, mais c'est pas encore un adulte. Là, je parle vraiment pour l'adolescence. Parce que il y a un ado qui me disait l'autre jour, bah oui, mais de toute façon, quoi que je dise, mon avis, mes idées, machin, on me dit de toute façon, toi, t'es encore un enfant, c'est nous qui décidons en tant que parents. Bah non, il a le droit aussi d'émettre ses idées, son opinion, etc. Maintenant, justement, c'est ça qui est chouette dans l'adolescence, c'est de pouvoir échanger, et que lui-même construise sa pensée, même si finalement elle n'est pas en accord avec l'avis et l'opinion du parent. Tu vois, et c'est de laisser, c'est un âge qui est complexe parce qu'ils sont trop grands pour jouer au Lego, mais parce qu'on les dit toujours sur les écrans. Ouais, alors déjà qu'on se regarde nous en tant que parents, Oui. parce qu'on y passe quand même pas mal d'heures aussi sur les écrans, et en même temps, ils sont plus en âge de jouer au Lego, au Barbie ou machin, mais en même temps, ils sont trop jeunes pour prendre la voiture et aller à un concert. Donc qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on leur propose aussi? Quelle discussion, quelle sortie? Alors je sais qu'il y a des parents qui vont me dire, ouais, moi je propose plein de sorties, et c'est pas pour autant qu'il veut sortir. Dans ce cas-là, la clé, ça serait de rentrer dans son monde et de construire son monde. Ok, toi, t'es maman, les jeux vidéo, c'est pas du tout son truc, mais intéresse-toi par contre aux jeux vidéo qu'elle joue ton gamin. C'est quoi? C'est dans quel univers? Qu'est-ce qu'il aime finalement dans ce jeu vidéo? Est-ce que c'est l'esprit d'aventure, de survie? Est-ce que c'est de combattre? Est-ce que c'est d'être le plus fort? Est-ce que c'est de sauver? Est-ce que c'est le côté collectif? Il y a plein de choses en fait à gratter pour comprendre déjà ton gamin, voilà, sa personnalité, ce qui l'intéresse. Et puis aussi parce qu'il y a un fil qui peut être tiré. Toi, par exemple, dans les jeux de survie, je sais que moi j'ai un ado, j'ai réussi à tirer le fil de tout ce qui était justement survie, il est parti faire un stage de survie, tu vois, et finalement après même avec ses potes, il allait dans les bois, il dormait, tu vois, juste avec la bâche, le truc, et c'était chouette quoi, ils allaient chercher de l'eau, et du coup il y a autre chose qui est né. Voilà, c'est juste d'être guide, accompagnant, facilitateur, je sais pas comment on dit, mais de pas imposer qui on est pour que son enfant soit une copie de qui on est. Parce que ça ne sera jamais une copie. Donc c'est juste redécouvrir un être. Il y a plein de choses qu'on dit à ces ados qu'on ne dirait absolument pas à une amie qu'on rencontre. Tu vois? Donc il y a un moment donné, il y a un bouquin d'ailleurs, j'ai plus le titre, mais qui a été fait tout en BD, qui est super chouette, où elle transpose toutes les situations, tout ce qu'on peut dire à son ado, à sa vie de couple, ou tu vois, à ce qu'on dirait à ses amis, et c'est juste déconnant, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Donc vraiment être dans l'écoute. Être dans l'écoute du ressenti, et pas se sentir accusé, parce qu'il y a aussi le côté, dès que ton ado te dit un truc, tu le prends pour toi, donc tu rebondis un peu en colère, etc., parce que toi, tu as eu l'impression de donner le maximum, et encore, il est encore en train de dire que ça va pas, etc. C'est juste de dépasser ça et d'aller plus loin. Ok, c'est pas seulement écouter, c'est entendre ce qu'il te dit. Qu'est-ce que ça fait écho chez lui? Pourquoi toi, tu pars en colère? Qu'est-ce que ça fait écho chez toi, dans ton histoire? Et voilà, comment... Moi, ce qui m'a aidé, c'est de me dire, ok, et si maintenant, ton petit sage ou ton petit Bouddha, c'était tes enfants, et si tout ce qu'ils pouvaient te dire, ça te servait à apprendre quelque chose, bah du coup, t'interprètes plus du tout la chose de la même façon, quoi. Alors, il y a des fois, oui, hein, on est humain, tu t'énerves un peu et tout, mais ça change complètement la relation, en fait. Oui. Ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est que ça nécessite, de la part du parent, d'avoir pleinement confiance que son enfant, il va réussir, il va évoluer, il va grandir, il va maturer, il va avoir ses expériences, et que lui aussi va avoir ses défis, mais qui va trouver le moyen de les dépasser. Tu parlais tout à l'heure un peu, le trauma, c'est pas ce qu'on vit, c'est la manière dont on vit ce qu'on vit, en fait, la manière dont on réagit à ce qu'on vit. Donc c'est aussi finalement de pas vouloir faire en sorte que l'enfant ne vive aucune problématique et qu'il ne vive rien, mais d'être quand même dans cette confiance-là qu'il va y arriver. Je pense que déjà, mais pour être dans cette confiance-là par rapport à son enfant, il faut être dans cette confiance-là par rapport à soi. C'est ça. C'est le point principal, mais c'est extrêmement sensible. C'est-à-dire que si tu veux accompagner ton enfant et qu'il se sente en sécurité, il faut déjà que tu le sois toi. Si l'enfant il ressent ta peur, l'angoisse de l'avenir,
ton doute envers tel professionnel. C'est comme la maman qui a horreur de mettre son gamin à l'école, tu vois, qui n'est pas du tout en confiance envers l'équipe. Je veux dire, les enfants, c'est des éponges, même les ados. On parlait d'hypersensibilité tout à l'heure. Donc, il y a un moment donné où si toi, tu projettes, ton gamin, il va le sentir. Et oui, mais c'est dur, hein. C'est dur de se sentir en sécurité, parce qu'en même temps, on voit tellement son enfant qui est mal, ou pas, enfin, en tous les cas, voilà, ou qui procrastine, ou qui fait pas trop ses devoirs, ou sans partir tout de suite dans une problématique extrême, tu vois. Rien que l'enfant qui pense jamais à prendre sa douche, ou tu vois, faut tout le temps. Je sais qu'il y a des parents, ça les énerve. Oui, non, mais vous inquiétez pas, il y a un moment donné, souvent, comme je leur dis, votre gamin, dès qu'il va commencer à être amoureux, vous inquiétez pas, il va prendre une douche. Hein. Tu vois, il y a des choses qui se mettent en place. C'est comme les parents qui sont très très inquiets sur l'enfant qui dort toujours avec eux, tu vois, tard. Ou qui prend la tétine tard. Bon, il y a un moment donné, à 16 ans, il n'aura plus la tétine, hein, ou il va plus dormir avec vous. Hein. Mais c'est vrai que ça demande un espèce d'alignement de fou, quoi, pour se dire, je fais confiance, je suis là, c'est-à-dire je lâche pas. Ça veut pas dire, allez, je fais confiance, c'est bon, il va s'en sortir, je lâche. Hein. Surtout pas, parce qu'il y a aussi des cas, voilà. Hein. Mais je suis là, je suis le pilier pour mon ado ou mon enfant, je me sens en sécurité. C'est un process où les deux vont apprendre, mais on y va, quoi. Voilà. Oui, on met des choses en place, c'est pas ne rien faire. Tu vois, moi, dans le cas d'anorexie de ma fille, c'est je mets des choses en place, clairement, avec elle. Elle met des choses en place aussi. Mais à un moment donné, on va s'en sortir. Et ça va devenir une force. Tu vois, ma fille et moi, ce qu'on se dit, c'est que son anorexie, ça va être sa force. Et puis peut-être d'autres choses qui vont arriver. Hein. Oui. Mais et moi, maintenant, je pense que ça devient ma force. C'est-à-dire qu'au début de son anorexie, je me suis dit, ah non, mais là, c'est pas possible. J'accompagne des ados, ma fille a une problématique, je ne suis plus légitime. Toi, j'osais même plus faire mon métier, etc. Enfin, et en fait, je me dis, bah si, c'est justement parce que tu vis ça et que tu comprends tout le parcours, ce qui peut se jouer, la difficulté, etc., que j'en suis d'autant plus légitime. Parce que j'ai transcendé ça et que maintenant, ça devient une de mes forces. Voilà. Oui. Effectivement, la confiance, c'est pas le désintérêt, hein, c'est être suffisamment en confiance pour pouvoir accueillir les questions, pour pouvoir s'intéresser à l'univers de son enfant, comme tu disais. Et malheureusement, des fois, en tant que parent, on reçoit aussi le jugement de l'entourage, sur que ce soit les amis ou que ce soit la famille. Ça peut être aussi problématique parce qu'on peut se dire, je fais confiance, mais derrière, je reçois des réflexions, d'où l'intérêt aussi d'apprendre à devenir parent, d'être accompagné éventuellement. Est-ce que ça, tu l'as vu, toi, dans les gens que tu accompagnes? Tout le temps, c'est terrible. C'est terrible parce que les parents, ils sont perdus, parce que tu as la belle-mère qui dit ça, l'oncle qui dit ça, et en même temps, tu as la maman qui dit « oui, mais moi, c'est pas ce que je ressens ». Tu vois, j'avais une maman l'autre jour, son enfant, pareil, il arrête pas de pleurer pour aller à l'école, il a 9 ans. Et elle me dit, bah oui, alors, donc là, elle est en train de se séparer. Bah oui, mais alors le papa, il me dit que je suis trop collante et que je couvre trop mon fils. Ma belle-mère, elle me dit que je suis pas assez sévère. Mais en même temps, je vois bien qu'il a une sensibilité qui est différente. Enfin, et du coup, on enlève le pouvoir aux parents, en fait, en faisant ça. Donc, c'est de trouver l'accompagnante ou l'accompagnant qui saura te rebrancher avec toi, refaire le lien, te rebrancher avec ton enfant, pour que vraiment tu ressentes que ce que tu fais, t'es dans le juste, mais en même temps l'accompagnement qui est capable aussi de te faire comprendre et de passer le message sans te faire culpabiliser des points sur lesquels évoluer. Effectivement, peut-être que tu mets trop de pression à ton enfant, effectivement, peut-être qu'il y a trop de peur et que tu entoures des... Voilà, il y a plein de choses qui peuvent se jouer. Mais c'est complexe, donc faut, en tant que parent, soit tu es super aligné et tu dis... moi voilà, je ressens le truc, parce que qui d'autre mieux que le parent connaît son enfant quand même, tu vois. Il y a des parents, par exemple, dans le trouble du spectre autistique, il y a des parents qui disent mais moi ça fait 10 ans que je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, et pourtant on m'a dit que c'était moi qui m'inquiétais trop, que machin, que truc. Donc il y a un moment donné, il y a des choses réelles, tu vois, dans ce que ressentent les parents. C'est juste comment trouver la bonne accompagnante ou le bon accompagnant qui va te faire travailler sur toi, qui va faire émerger la vérité sans te culpabiliser, et te faire avancer toi en tant que parent, et aussi ton ado, du coup, ou ton enfant. Oui. Voilà. Et tu as les médecins aussi qui sont très très doués pour te faire culpabiliser. Très longtemps, l'autisme, on a incriminé les mamans. Tu vois, bon, maintenant on sait que c'est plus le cas. Mais on est encore très archaïque en France. Hein. Je veux dire, moi pour l'anorexie, je me suis beaucoup documentée sur des études au Canada, etc. Les thérapies, on est à l'inverse de ce qui se pratique encore en France.
En France, on a tendance à mettre les parents et les enfants, donc l'enfant est en isolement, il n'a plus du tout aucun contact. Moi, je l'ai vécu, ça. Hein. Il n'a plus aucun contact avec ses parents. T'as le droit à une demi-heure d'appel dans la semaine, c'est juste horrible. Et la demi-heure d'appel, enfin moi ma fille je l'ai vécu, je crois que c'est le truc qui m'a le plus traumatisé, où t'as ta gamine qui est en pleurs qui vient me chercher, tu vois. Tout ça pour dire que t'as des études scientifiques au Canada qui disent faut surtout pas faire ça, tu vois. Et ma fille elle a été traumatisée, elle ne peut plus rentrer dans un hôpital maintenant sans avoir ça en tête, tu vois. Donc oui. Et puis c'est complexe, un enfant, c'est complexe l'adolescence. Il y a plein de choses qu'on voit pas. Des fois on se dit oui, mais non, mais tu devrais plus y aller, tu devrais le forcer à aller à l'école, machin. Oui, en fait, tu découvres 5 ans après qu'il a un trouble du spectre autistique et donc puis il y a tellement de choses maintenant qui sortent du chapeau. Tu vois, on en découvre de plus en plus des TSA. Maintenant, est-ce que c'est vraiment l'étiquette TSA ou c'est juste un enfant qui a un fonctionnement un peu différent avec une hypersensibilité et ce qui me tue, c'est que ça coupe tout leur potentiel. C'est-à-dire qu'ils sont dans un système qui n'est pas adapté et ils ont des zones de génie, ces gamins-là. Vraiment. Moi, j'en accompagne, ils ont des zones de génie. Sauf que ces zones de génie ne peuvent pas éclore si on n'est pas à l'écoute de ces enfants-là et si on ne laisse pas éclore ce potentiel. Tu parlais du ressenti du parent, que le parent, c'est quand même celui qui connaît le mieux son enfant. Et pourtant, le parent voilà, peut être en doute, peut se dire ben non, je vais écouter parce que je sais pas, parce que donc... Là, moi, ce que j'entends aussi, c'est que c'est hyper important d'informer les parents. Déjà, rien que de l'information, sans que ce soit de la formation, mais déjà de l'information, et de les rassurer, de les entendre, et aussi de leur faire prendre conscience que s'ils s'occupent d'eux, alors que des fois, on a tendance à dire « Mais non, mais il faut que je m'occupe de mon enfant, il faut que je m'occupe de mon enfant. » Toi, tu as une approche qui est assez particulière, que tout le monde ne fait pas. C'est on va prendre tout le système. On parlait de système au début. Et ça, pour les parents, ça peut être difficile de se dire il va falloir que je prenne du temps d'abord pour moi aussi. C'est ça. Donc ça, c'est prendre du temps pour soi. Ça se fait petit à petit. C'est là où il faut un accompagnement pour se rendre compte de l'importance aussi que ça a. Et puis, c'est des choses aussi pour travailler des choses en profondeur. Moi, je travaille beaucoup sur l'intergénérationnel, parce qu'il y a des choses qui se répètent quand même. Et c'est dingue à quel point ça peut être vrai. C'est-à-dire qu'une grand-mère qui aurait été abusée, finalement, tu te rends compte que dans l'histoire de la mère, il y a aussi des choses, et que ça se reproduit dans l'histoire de la fille, et qu'il y a des choses, en fait, à retravailler en amont. C'est pouvoir, tout en bienveillance, en douceur, en écoute. Tu sais, quand on disait tout à l'heure, admettons le psychiatre ou le médecin ou je sais pas quoi, qui va te ramener la phrase qui te fait perdre pied, en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi d'avoir quelqu'un qui t'accompagne en disant qu'est-ce qui se joue en fait dans cette phrase ? Pourquoi cette phrase t'a autant blessé ? Comment tu la vis ? Quelle part de réalité, d'après toi, là, c'est quoi de vrai ? C'est quoi de pas vrai ? Ok, si c'est vrai, c'est ok. Accepte-le. Maintenant, comment tu travailles dessus ? Comment on peut faire évoluer la chose ? Qu'est-ce que tu peux mettre en place ? Tout ça, c'est de l'accompagnement, voilà, la façon dont je le fais. Et du coup, ça sert directement l'ado. Et c'est ça souvent que les parents veulent pas comprendre, c'est « oui, mais voyez mon ado ». Oui, mais si l'ado, il revient chez toi et que tu lui infliges indirectement, mais que tu reprends dans les mêmes automatismes de conseils, de peur, de machin, des choses qui toi-même t'ont touché dans ta vie enfant, ou peut-être ta maman, et à un moment donné, ça déconstruit en fait. Tu vois ? Donc c'est... Moi, effectivement, j'ai pas du tout une approche... alors, je suis passionnée de psy, je suis formée en psy, etc. Mais j'ai pas l'approche psy dans le sens où l'ado, il arrive, ou l'adulte, il me parle pendant 1 heure, et puis merci, au revoir. Tu vois, moi, je suis sur une thérapie, en fait, de solutions. On appelle ça des thérapies brèves, orientées solutions. Donc, qu'est-ce qu'on met en place ? Ok, comment, c'est mesurable, c'est machin. Voilà, on va dans le concret. Et c'est bien de parler du passé, et j'adore ça. Moi, je suis passionnée de psychanalyse. C'est très important de comprendre le passé, mais à un moment donné, on construit le futur. Donc, on ne se traîne pas le boulet, parce que des thérapies, on peut en faire pendant 10 ans, et puis se traîner le boulet du passé. C'est à un moment donné, comment on transforme ton trauma, ce qui s'est passé, ta blessure, parce que tout le monde, même si tu n'as pas de problématique, tout le monde a une histoire, des blessures, etc. Comment on le transforme ? Comment on fait sauter les croyances aussi, des fois ? Et comment maintenant, qu'est-ce qu'on met en place pour avancer ? Voilà. Alors, des fois, c'est pas facile, mais c'est vrai qu'un travail avec le parent, j'ai envie de te dire, c'est 50% du chemin qui est fait. Parce que tu comprends plein de choses, en fait. Tu vois, là, j'ai une ado, par exemple, c'est très complexe en ce moment chez elle,
Et en consultation, elle me dit, en fait, je peux plus parler de mon papa devant le nouvel ami de ma maman. Tu vois. Donc, c'est pas une grosse problématique. Par contre, elle le vit très mal, parce que c'est comme si son père, on mettait une croix dessus, tu vois. Et en même temps, quand j'en ai parlé tout en délicatesse, en douceur, sans culpabiliser, machin, etc., à la maman, et qu'est-ce qui se joue aussi pour l'ado, tu vois, sachant qu'en fait, enfin bon, c'est un cas complexe, parce que c'est la personne qui l'a élevé, en fait, donc c'est comme son papa, mais en plus, elle a perdu son papa biologique, tu vois, il y a 1 an. Donc, ça fait un peu, je lui disais, pour votre fils, c'est un double deuil. Et du coup, elle est encore dans le deuil de la perte de cet homme qui l'a élevée, et elle peut plus en parler. Alors que la maman, je comprends, elle voulu passer à autre chose, elle avait une nouvelle relation, c'est normal. Et elle, il y avait des choses aussi qui la touchaient. Donc, ok, quel compromis on peut trouver? Comment on met le lien, en fait, entre les deux, pour que pour la maman, ça puisse bien se passer, pour l'ado, ça puisse bien se passer aussi. Mais, tu vois, on est obligé de creuser un peu dans qu'est-ce qui se passe. Et à un moment donné, il y a des parents qui disent, moi, je veux pas qu'on creuse dans ma vie, je veux pas... Et c'est pas grave, c'est ok. Tu vois, c'est une autre sorte d'accompagnement dans ces cas-là. Tu vois, on y va par étapes, c'est des millimètres. Oui. Mais si on gagne des millimètres, quelques mois plus tard, on a fait des grands pas. C'est ça. Tu vois. Ouais. Sur les problématiques des adolescents, on en avait listé plein. Est-ce que je peux te poser des questions sur une des problématiques, mais est-ce qu'il y en a une là où justement tu dis que tu es dans une démarche de thérapie brève en recherche de solutions? Est-ce qu'il y en a un autre exemple où tu vois où, si on peut partir de la problématique puis aller voir un peu quelles solutions ont été mises en place? T'en as là qui te viennent en tête? Un exemple de problématique avec des solutions mises en place? Alors, j'en trouve un. Oui, forcément, il y en a plein, parce que je fais que ça, mais j'hésite entre 2. On peut faire les 2. Qui sont complètement... Il y a l'addiction aux écrans. Donc, c'est qu'est-ce qu'on met en place pour revaloriser l'ado dans ce qu'il fait au quotidien. Comment on l'amène, tu vois. Tu peux demander à faire des listes de ce qu'il a déjà fait, des fiertés. Souvent, les ados, ils oublient. Hein, voilà. Ça peut être... ok, alors, de diminuer. C'est-à-dire qu'un gamin qui se couche, par exemple, à 3h du mat', tu vois, parce qu'il est... ou voire 4h du mat', enfin bon, bref, et qui est complètement désaxé, etc., tu peux pas lui dire tout d'un coup que du jour au lendemain, tu redors à 21h. Ok, mais déjà, ça peut être de mettre des étapes sur est-ce que tu penses... Et en fait, c'est fait en lien avec l'ado. Donc, à quelle heure tu penses que tu pourrais te coucher, où ça serait déjà un peu mieux, ça rééquilibrerait le truc. Ça peut être aussi de mettre en place des essais. Tu vois, j'avais fait ça avec un ado qui était persuadé que lui pouvait contrôler son temps d'écran. Et donc j'avais dit, est-ce que tu serais ok de faire une semaine où c'est toi qui contrôles tout? Par contre, la seule chose que je te demande, c'est de mesurer le temps d'écran que tu fais à la journée. Et une semaine où il n'y a pas d'écran. Et juste de comparer ce qui se passe. Et en fait, donc on l'a fait, et au bout des 2 semaines, le gamin a dit, ouais, en fait c'est fou parce que j'ai eu vachement de mal la 2e semaine, évidemment. Tu vois, tu passes de 12 heures d'écran à 0 heure. Mais quand même, je me suis rendu compte que je parlais plus à ma petite sœur. Et puis que j'avais moins mal à la tête aussi. Puis finalement, le sommeil, ça c'est... Et tu vois, et après, partant de là, on a pu se dire, ok, quel serait pour toi le temps d'écran acceptable? Et de comprendre aussi, qu'est-ce qui t'amène vers les écrans? Parce que quand je m'ennuie ou quand je me suis engueulée avec ma mère. Ok, donc si tu t'engueules avec ta mère, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que du coup tu puisses lui exprimer que là t'es en colère? Toi, il rentrait d'internat par exemple, il y avait eu ce cas-là, toujours le même, et il était rentré d'internat et ça s'était très mal passé à l'internat, donc il est rentré dans la voiture, tu vois, en plus il est hyper actif, donc hyper énervé, et donc tout de suite il y a eu un clash avec sa mère, et je disais, est-ce que la prochaine fois, tu pourrais juste dire à ta maman, là, voilà, je suis énervée, j'ai besoin d'un sas, ça s'est mal passé, mais au moins maman elle sait que tu as besoin de ça, et elle va pas tout de suite te rentrer dedans, parce qu'elle te pose juste une question et toi tu pars en cacahuète. Et... Donc c'est juste parfois des petites choses du quotidien. Encore une fois, des fois on est sur des micro-pas, hein, sur une phrase, sur le sas, sur machin, sur le temps d'écran. Ok, alors par quoi tu pourrais le remplacer? Donc là, ouais, je me vois bien refaire du... Donc lui, dans son cas, c'était quoi? Du gainage. Ok, combien de temps? Quel exercice? Qu'est-ce qui pourrait te freiner? Oui, si effectivement je vois mon ordinateur. Ok, donc est-ce que ça pourrait être dans une autre pièce? Tu vois, en fait, on décortique tout pour que ce soit clair et que le gamin il sache exactement sur quoi il s'engage. C'est comme un contrat en fait.
Tu vois, et donc, ok, bah, tu t'engages à mettre ça, ok. Et donc, les jeux, donc là, moi, je propose des jeux, etc., des choses qu'il pourrait faire chez lui, ou des activités qu'il pourrait faire chez lui, ou d'essayer de tirer ce qu'il aimait bien enfant. Enfin, voilà, si tu veux, comme tout individualiser, c'est compliqué de te donner... Moi, j'ai pas un protocole que j'applique à plein de gamins, tu vois. C'est en fonction de l'histoire, des centres d'intérêt, de où on tire, des étapes. Mais voilà, c'est pour te dire que souvent, je dis, bon, alors, mon ordonnance, c'est... Mais c'est comme dans les couples, tu vois, quand je dis thérapie de couple, ok, alors mon ordonnance, c'est... Donc, et puis ils ont leur petite ordonnance de choses à faire, à mettre en place. Voilà, et pour que la prochaine fois, on puisse travailler sur est-ce que ça a été fait, comment ça s'est passé. Tu vois, j'ai une gamine là, en phobie scolaire actuellement, donc elle ne retournait plus du tout depuis 1 an au collège. Et au premier rendez-vous, en fait, on a essayé de comprendre qu'est-ce qui se jouait, en fait. Pourquoi c'était si compliqué. Et un des éléments, c'était le repas du midi. Et donc finalement, on s'est dit, bah, si ce repas il se passait pas au collège, quelle solution on pourrait avoir? Est-ce que c'est ta box? Donc là, en l'occurrence, il se trouve que la grand-mère pouvait venir chercher la gamine. Donc, est-ce que tu crois que si tu vas manger chez papy-mamie, ça peut t'aider, du coup, dans cette histoire de repas, d'être un peu plus sûr de ce que tu manges, de pas avoir trop de peur après, d'angoisse, tu vois, de la digestion, etc., et de revenir? Ah ben oui. Et du coup, elle a pu retourner au collège très rapidement, parce qu'il y a juste ça qui a été mis en place, tu vois. Alors qu'en fait, chez un psychiatre, ils vont pas avoir cette... Bon, encore une fois, je ne critique pas les psychiatres, il y en a des qui sont superbes, mais l'approche n'est pas la même, parce que bah, eux, ils ont donné un antidépresseur ou un anxiolytique, tu vois, pour calmer un peu. Mais c'est bien d'aller chercher, en fait, le démarrage du truc. Qu'est-ce qui te provoque ça? Parce que dans un autre cas de phobie scolaire, ça va être de se retrouver tout seul à la récré. Tu vois, ou dans un autre cas, ça va être le harcèlement. Enfin voilà, il y a plein de trucs différents. Oui, c'est ça, c'est créer le dialogue, mettre en responsabilité aussi le jeune et les parents. Ouais. Et aller c'est essayer complètement aussi. impliquer le jeune. Ouais. Et les parents, c'est vraiment trouver des compromis sur qu'est-ce qui vous va bien vous. Moi, j'impose rien. Mais par contre, je donne des pistes, des outils. Parfois, ça peut mettre même un livre à une maman. L'autre jour, tu vois, je m'étais ramenée avec 2 cabas remplis de jeux qui étaient très proches de l'univers des jeux vidéo que faisait le gamin. Donc là, on était dans un cas d'addiction aux écrans. Et il y avait de ces jeux, des jeux de plateau, donc très proches de l'univers, mais qui pouvaient se jouer tout seul aussi. Et donc du coup, tu vois, le beau-père a dit, ah bah moi, ça m'intéresse en fait de passer la soirée avec lui et de déchiffrer les règles, etc. Puis après, il est lancé dans son truc, tu vois. Et le gamin dit, ah bah ouais, moi ça m'intéresse vachement ce jeu-là. Ok, donc il est reparti avec 2 jeux en tête. Mais ça peut être plein d'autres choses. On est vraiment dans de la recréation de liens, en fait. De liens entre le parent, entre l'ado, entre les centres d'intérêt, entre... Voilà, c'est vraiment ça, tu tisses, en gros. Tu es une tisseuse de liens. Ouais. ouais. Et puis j'adore faire ça en plus. Ouais. Là où je trouve que, tu vois, tu parlais de super pouvoir. Bon, j'aime pas trop me mettre en valeur, mais là où je trouve quand même où j'ai vraiment un don, c'est quand tout d'un coup tout le monde est ensemble et qu'on retisse du lien. Tu vois, j'ai le cas en tête de parents qui m'avaient contacté puisque la jeune fille ne souhaitait plus du tout vivre chez sa mère, mais repasser à 100% chez son père. La maman le vivait extrêmement mal, comme un rejet. Et en fait, en 3 séances, on a tout recréé le lien. Et en fait, ça s'est hyper bien passé après avec la maman. C'est juste que oui, la maman, dans son approche, était très stressée. Elle tenait une pharmacie, beaucoup de stress à la maison. Et de d'écoute ce qui se jouait pour l'ado, la maman a su être aussi à l'écoute. Et encore une fois, moi, mon discours, c'est pas du tout de culpabiliser. Je comprends entièrement que quand on a un taf hyper responsabilisant, etc., qu'on puisse rentrer en stress. Moi, la première, et des fois, je rentre en stress. Enfin, on n'est pas là en train de dire c'est de votre faute, tu vois. C'est juste, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que vous, stressés, vous puissiez avoir votre sas? Quels mots, quelles phrases, quelle petite habitude tu vois, un truc tout bête, y a une maman qui me dit bah ouais, j'adorerais passer des moments avec ma fille, mais quand elle est dispo, moi je suis pas dispo, et puis quand moi je suis dispo, elle est pas dispo. Oui, c'est tout bête, tu vois, comme eh ben, est-ce que vous pourriez prendre rendez-vous, tu vois, un truc tout bête, et de se dire, vous le savez toutes les deux, que samedi prochain, vous allez passer 1 demi-heure à vous faire une pause de vernis. Tu vois, la maman passe, ou un petit massage, ou une petite sortie, une balade, un tour de vélo, mais au moins vous le savez, vous avez ah bah oui, alors dans ce cas-là, tu vois, les mamans, enfin la maman et la gamine auraient pu me dire oh bah non, prendre rendez-vous. Là en l'occurrence, ça fait tilt, et ah bah oui, c'est vrai que si on anticipe un petit peu, puis que on se le dise en amont, déjà on arrive serein, on prend pas l'autre, tu vois, alors qu'elle est je sais pas, en pleine série pour l'une, et puis en plein dossier pour l'autre. Et c'est juste, comme je leur dis souvent, le cabinet, c'est un espace de parole, c'est votre espace, on pose les choses, et c'est comprendre tout ce qui se joue pour tout le monde,
et remettre le lien, pour ce que tu disais, oui, j'adore remettre le lien, soit entre les couples, parce que ça aussi c'est très chouette, parce que souvent quand ils viennent me voir, s'ils ont une intention d'améliorer, c'est qu'il y a encore de l'amour. Oui. Tu vois, souvent. Oui. C'est bon. Et effectivement, mais c'est très complexe, ils sont au bord de la rupture. Et remettre le lien et que tout d'un coup le couple se recrée, c'est juste magique. Tu vois. Et du coup, ça a un impact sur les enfants. Enfin, voilà. Mais c'est pareil entre des parents, beaux-parents, enfin peu importe, et l'enfant. C'est juste génial quand tout d'un coup tout le monde commence à se comprendre. Tu vois. Il y a un côté magique parfois à ça. Quand tu vois, l'autre jour je voyais le beau-père qui dit oui, mais moi je lui disais ça pour le faire bouger, quoi. Tu sais, parce qu'il et oui, mais en même temps, moi je vais vous expliquer comment lui il le ressent, il le vit. Je comprends complètement votre intention de bouger, c'est normal, parce que là vous en pouvez plus, vous avez peur pour lui, vous êtes inquiet, etc. Mais lui, voilà comment il l'interprète. Et là, quand j'ai interprété ce que l'ado m'avait dit avant, sachant que l'ado était à côté de moi, donc je lui ai fait valider, est-ce que c'est bien ça? Ah oui, complètement, c'est ça. Parce qu'en fait, j'arrive à trouver les mots que l'ado n'a pas. Et là, j'ai vu le beau-père qui, ah non, mais c'est pas du tout ce que je voulais faire passer. Et je suis désolée. Et rien que l'ado entende de son beau-père, bah, je suis désolée, c'est pas du tout ça que je voulais dire. Non, mais moi, je te trouve pas nul, au contraire. Enfin, bah déjà, ça, tu vois, rien qu'en le disant, parce que je me revois dans la séance, j'ai la chair de poule, parce qu'il y a un truc qui se passe. Tu vois, ça reconnecte, ça, tu vois l'amour des gens, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'amour. Je vais même aller très loin. Hein. T'as même des gens qui peuvent battre leur enfant par amour. Tu vois, je dis pas. Il y a des parents qui sont toxiques, on parlait des parents et de pas toujours responsabiliser les parents, etc. Oui, c'est vrai. Des fois, il y a des parents qui sont toxiques. En même temps, ils ont leur histoire aussi. Donc, je peux complètement comprendre cette histoire. C'est juste, voilà. On se doit de protéger les ados, mais en même temps, jusqu'où on peut déconstruire la toxicité et déconstruire l'histoire pour en recréer quelque chose de joli. Oui, il y a cette notion, on disait tisseuse de liens, et puis tu l'as dit, j'avais le mot en tête au moment où tu l'as dit, de traduire, d'être dans dans la traduction, comme si l'ado et le parent parlaient pas le même langage, et qu'à un moment donné, il y a besoin d'un médiateur, d'un traducteur au milieu, qui va permettre de faire passer l'information d'un côté à l'autre. Donc ça, c'est ça. C'est complètement ça. Tu parlais de super pouvoir au début, et je l'ai dit dans mon super pouvoir, c'est de ressentir vraiment, et de comprendre ce que ressent l'ado et le parent, et de pouvoir le traduire pour chacun, pour qu'il y ait tout d'un coup une compréhension. J'ai un ado au collège, je trouve ça super mignon, lui me dit que je suis un Pokémon, parce qu'en fait, il me dit, c'est un ado en fait qui fait absolument pas confiance aux adultes, qui a une histoire aussi particulière. Il me dit, mais toi en fait t'es pas un vrai adulte, Noël, t'es encore ado, et tu comprends notre monde d'ado, et t'es en évolution. C'est pour ça qu'il dit Pokémon, parce qu'il dit t'es en évolution, et je trouve ça génial, et c'est tellement vrai, tu vois, parce que mon adolescence, c'est comme si c'était hier, tu vois, et oui, je comprends tellement le monde des ados. En plus, voilà, par les formations, je comprends leur physiologie, ce qui se passe au niveau neuroscientifique, enfin plein de choses. Et en même temps, ouais, j'arrive très bien à traduire et à faire la passerelle. D'ailleurs, mon collège s'appelle la passerelle, mais de faire la passerelle entre les ados et leurs parents, tu vois, et de comprendre tout ce qui se joue. Ouais, traductrice, oui. De lien, traductrice, c'est bien, je commence à voir. C'est ça, voilà. Et on arrive presque à la fin de cette entrevue, mais moi j'ai envie de te poser la question. À 500 ans, oula, ça projette loin. C'est quoi la vision de ton entreprise? Oui, ça projette loin, parce que je pense que vraiment ce que tu apportes, bien sûr, va évoluer au fur et à mesure de ta propre évolution de Pokémon, mais va te survivre en fait, quoi. Si on a une vision à plus long terme, qu'est-ce que tu aimerais qu'il reste de toi, et justement comment va évoluer tout ça après toi? Alors, je dirais pas qu'est-ce qui va rester de mon entreprise, parce qu'en fait c'est pas tant ça qui m'intéresse, c'est pas l'entreprise en elle-même, c'est qu'est-ce qui va rester de tout ce que je suis en train de mettre en place. Et pour moi, si déjà tous les jeunes que je suis en train d'accompagner peuvent voir ce que c'est que le respect, la bienveillance, une autre forme d'éducation, et peuvent retransmettre à leurs propres enfants, déjà ça sera un premier truc chouette. Et à plus grande échelle, et c'est un peu vers ça que j'aimerais tendre, c'est d'avoir un plus grand impact et qu'il y ait une plus en plus grande prise de conscience dans l'accompagnement des jeunes, et qu'on peut casser des jeunes et qu'on arrête de casser des jeunes, quoi.
tu vois, qui est... Alors, je prétends pas changer le système, parce que j'adorerais, mais voilà. Mais c'est quand même en train d'évoluer. Tu sais, il y a Céline Alvarez qui a fait beaucoup quand même bouger les cases dans les profs enfance, avec la pédagogie Montessori, etc. Il y a un moment donné, voilà, est-ce qu'on peut pas bouger les pions et le curseur en termes de parentalité, en termes de profs, de tous ces gens qui sont en contact avec des jeunes, et de pouvoir les amener à croire en eux, en leur potentiel, avoir l'unicité de chacun, et d'arrêter de les mettre dans des cases, là, dans des bilans, les gamins, ils n'arrêtent pas de voir des spécialistes dans tous les sens. Enfin, il y a un moment donné, juste qu'on les laisse tranquilles et qu'on les prenne comme ils sont, et avec leur potentiel, et qu'on développe ce potentiel-là, quoi. C'est ça. Voilà. Yes. Est-ce que tu as d'autres pépites que tu aurais voulu nous partager ou je t'aurais pas amené sur ce que tu vois? Non, pas forcément. La pépite, c'est de revenir dans des émotions, peut-être de sécurité, de confiance, d'amour, d'écoute, que ce soit à titre en tant que parent, et de aussi ne pas s'oublier, essayer de se construire la vie de ses rêves, parce qu'en construisant la vie de ses rêves, ça peut paraître utopique, mais moi j'y crois dur comme fer. On apprend aussi à nos enfants à construire leur vie de leurs rêves, et que sa vie de ses rêves, c'est pas forcément... Voilà, nos enfants, ils peuvent avoir des choix complètement différents, et c'est ok. Et voilà, juste, la vie, elle est trop courte, donc comment être aligné, en profiter au maximum. Super. Merci infiniment pour cette Merci à toi. conversation. Écoute, je souhaite de tout cœur qu'elle aura eu un impact sur toutes les personnes qui nous auront écoutées. Si on souhaite suivre ton actualité, le meilleur endroit, c'est où? Alors, YouTube, je vais essayer d'être de plus en plus présente. La chaîne est déjà bien fournie, hein, donc vous avez de quoi Voilà. faire. Mais voilà, c'est juste, ça demande beaucoup de temps. Ouais. Et puis le plus simple, voilà, c'est de me contacter, que ce soit sur Facebook, le site internet. Enfin, je pense qu'on arrive à trouver mes coordonnées, et qu'on soit en lien, et même si c'est pour un conseil, voilà. J'aime bien le lien, vraiment. Oui. Et pas le truc hyper Vous distant. n'avez pas compris. Oui, pardon. Merci pour la confiance que tu m'as accordée. Je te laisse quand même le mot de la fin, si tu veux rajouter quelque chose. Non, c'est tout bon. Merci à toi, et Merci. merci à toi, ouais. Wow. À bientôt. À bientôt.